Franchement, à quoi sert cet après-midi? Posons-nous la question, vous savez parler et vous parlez depuis longtemps. Vous n'avez pas besoin de moi pour faire tout cela. Votre entreprise, elle tourne, vous parlez à vos collaborateurs, vous savez approcher un client, un prospect. Alors dites-moi, pourquoi consacrer plusieurs heures à l'art de la parole quand il est au service du management? Eh bien, en réalité, pour la raison suivante, c'est que vous êtes des autodidactes de la parole. Souvenez-vous, qui vous a appris à parler? Je dis bien qui vous a appris à parler. En réalité, personne. Vous avez imité vos parents, puis ensuite vous avez imité vos professeurs. Peut-être vous êtes-vous donné un modèle. Un modèle que vous avez commencé à copier. Vous vous dites, mon Dieu, cette personne-là parle très bien, j'aimerais lui ressembler. C'est vrai. Mais personne ne vous a jamais dit, dans votre entreprise, par exemple, tu sais, il faudrait mieux que tu commences comme ceci, que tu termines comme cela, que tu développes comme ceci. Tout cela, vous l'avez fait de façon expérimentale. Personne ne vous a jamais dit clairement, voici comment on parle. Mieux encore, à l'école, vous avez appris, durant vos études, vous avez lu les grands auteurs, magnifiques, à Lamartine, à Chateaubriand, à Bossuet, superbe. Mais dès votre première réunion en entreprise, vous vous êtes rendu compte qu'effectivement, il ne fallait surtout pas parler ni comme Bossuet, ni comme Chateaubriand. Il fallait surtout parler autrement. Comment? Eh bien, personne ne vous l'a appris. Donc aujourd'hui, j'aimerais simplement, et voici sur le contenu Sophie exactement ce que j'aimerais partager avec vous, c'est partager deux choses fondamentales, à partir de quoi vous allez pouvoir progresser toute votre vie. Donc, voilà exactement ce que nous allons faire. Alors, ces deux choses fondamentales, nous allons les développer en trois questions. Ce sont les trois questions qui accompagnent toute prise de parole. La première, comment on commence? C'est simple, non? Comment on commence? La deuxième, comment on développe? Et la troisième, comment on termine? Mais comme vous allez vite, et comme personne ne vous a dit comment on fait, la première vous l'escamotez, la dernière aussi. Donc vous démarrez comme vous pouvez et vous terminez. Vous voulez savoir comment vous terminez? Vous terminez toujours comme ceci. Voilà. Eh bien ce petit mot-là, voilà, je ne veux plus l'entendre. Ce n'est pas un mot professionnel, c'est un bruit. Ce dernier bruit, je n'en veux plus déjà. Je veux le mot qui précède. Le mot qui précède, c'est le dernier mot professionnel. Voilà pour le contenu, Sophie. Petit conseil de réglage individuel. Devant vous, vous avez votre écran, l'écran de votre ordinateur. Mettez-vous, si vous le voulez bien, pendant un instant en mosaïque. Donc vous allez sur le dessus, à droite de votre ordinateur, et vous avez la possibilité de régler intervenant ou mosaïque. Mettez-vous en mosaïque pour l'instant, en mosaïque, s'il vous plaît. Et lorsque la mosaïque est affichée devant vous, quand la mosaïque est affichée devant vous, eh bien, vous allez prendre le petit carré où il est écrit « Régie ». Allez voir ce carré-là. Vous l'avez bien visualisé? Parfait. Maintenant que vous avez visualisé ce carré-là, vous mettez la souris de votre ordinateur sur ce carré. Au-dessus à droite, vous avez trois petits points. Et là, vous allez épingler, vous mettez « Épingle », vous cliquez dessus. Cliquez bien sur « Épingle ». Voilà. Maintenant que vous avez cliqué sur épingle, en réalité, vous venez de paramétrer Zoom pour que toujours il prenne uniquement ce qui va sortir de la régie, c'est-à-dire ce que nous produisons ici à Paris pour vous. C'est ça qui va être pris par rapport à tout le reste. Maintenant, vous pouvez vous remettre sur intervenant et vous allez voir, c'est uniquement les images, quoi qu'il arrive, les images qui sont en provenance de Paris ou de Saint-Maur-des-Fossés en tous les cas, que vous allez avoir pour vous. Quels sont les enjeux lorsque quelqu'un prend la parole? Alors, j'aimerais vous entendre. Quels sont les enjeux quand quelqu'un prend la parole? Dites-moi un mot simple. Enjeu. Quelqu'un peut-il me répondre? Quelqu'un peut-il me répondre? Enjeu. Quelqu'un vous parle. Quel est l'enjeu pour vous? Enjeu simple.
Juste, je prends. Quoi d'autre? Très simple, très simple. Convaincre. Juste, oh, vous êtes déjà loin quand on dit convaincre. C'est juste en dessous, hein. Au début. Vous ne pouvez convaincre que si vous avez, je vous parle, dites-moi, la toute première chose, évidente. Parce que convaincre, je prends, pardon? Inspirer la confiance. Oui, je prends tout ça, vous avez raison dans tout ce que vous dites, mais vous êtes déjà tellement loin. La toute première chose, regardez, quand je vous l'aurais dit, évidemment, c'est une évidence, mais la toute première chose pour pouvoir convaincre, pour pouvoir embarquer avec soi, c'est d'abord comprendre, comprendre l'autre. Et lorsque vous parlez, la première intention que vous avez, c'est que l'autre vous comprenne. C'est d'abord ça l'idée, comprendre, premier enjeu. Alors j'aimerais simplement m'attarder pendant un tout petit temps sur ce verbe-là. Vous allez me dire, mais c'est tellement évident. Oui, sauf que quand on dit comprendre, au moment où vous préparez votre intervention, cela veut dire que votre obsession permanente doit être le fait que l'autre vous comprenne. Ça veut donc dire que vous serez amené en permanence aussi à vous mettre à la place de l'autre. Vous mettre à la place de l'autre, non pas comme vous êtes, mais comme l'autre est, c'est-à-dire avec son vocabulaire, avec son savoir et son ignorance, avec sa culture. Il va falloir faire fi de ce que vous êtes au moment où vous préparez votre intervention pour être sûr qu'au moment où vous serez en intervention, l'autre puisse vous comprendre. En réalité, ça vous apparaît tout le temps. Lorsque vous êtes en famille et que vous parlez à vos enfants, lorsque vos enfants étaient en bas âge, lorsque par exemple votre enfant avait 5 ans. Maman, papa, que fais-tu? Mais vous n'avez jamais réfléchi. Vous n'avez jamais répondu en disant « mais tu sais mon petit garçon, moi je fais de la comptabilité à partie double et en plus je fais du bilan consolidé pour les grands groupes internationaux ». Non, vous n'avez jamais répondu ça. Il ne vous est jamais arrivé à l'idée d'ailleurs de le faire. Ce que vous avez fait immédiatement, c'est de vous mettre à la place d'eux, dans la culture, dans le savoir, dans le vocabulaire. Eh bien ça, voyez-vous, cette obsession-là, c'est pour toute la vie. C'est assez facile lorsque nous n'avons en face de nous qu'une seule personne. C'est beaucoup plus facile aussi lorsque nous avons plusieurs personnes, mais elles partagent le même savoir, le même vocabulaire, la même complexité de pensée. En revanche, c'est beaucoup plus difficile lorsque nous avons un public qui est bigarré, qui est varié. À ce moment-là, pour qui parle-t-on? Eh bien, vous voulez la réponse? Je vais être très clair, très net, je vais être anti-politiquement correct, on parle pour le plus con. C'est toujours comme ça. On parle pour la personne qui a le moins de savoir et le moins de vocabulaire. Et l'enjeu est le suivant, que tout le monde comprenne et que même la personne la plus érudite, la plus intelligente, la plus extraordinaire puisse être également accaparée par votre propos. C'est ça aussi, important. Premier enjeu donc, comprendre ce qui nous emmène vers l'empathie, ce qui nous emmène vers une obsession permanente, être à la place de l'autre. Je dirais ceci, et je vous assure que je vous le dis en toute sincérité, vous ne pourrez bien parler que si vous aimez les gens. C'est tout. Si vous n'aimez pas les gens, vous parlerez pour vous-même. On pourra éventuellement apprécier le numéro de cirque que vous faites, jouer avec les mots, être extraordinairement élégant dans les expressions, etc. C'est vrai. Mais vous ne toucherez jamais les cœurs. Le mot qui sort de la bouche s'arrête à l'oreille. Le mot qui part du cœur s'arrête au cœur. Deuxième enjeu. Alors, nous sommes d'accord. Comprendre était le premier enjeu. Quel est le deuxième enjeu? Dites-moi. Deuxième enjeu. Quelqu'un parle. Que ressentez-vous? Je n'ai pas compris. Créer de l'émotion. Oui, juste, bravo, super. Oui, on s'arrête sur ce mot-là? Parfait. 1, comprendre. 2, émotion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous parlez à quelqu'un, lorsque je vous parle maintenant, je ne suis pas un assemblage de dictionnaires et de syntaxe. Il y a bien plus. Je mets une part de ma vie dans chacun des mots. Je mets une part de mon état d'esprit, une part de mon humeur. Laquelle? Celle du moment, bien sûr, ou celle qui intentionnellement me traverse. C'est celle-là que je mets en route. Voyez-vous? Lorsque vous lisez un texte, où se trouve la vie de ce mot-là? En réalité, le texte qui est écrit, c'est un texte mort.
Il a été écrit par l'auteur et c'est vous qui allez mettre de la vie dans le mot au moment où vous allez venir le lire. En revanche, lorsque je vous parle, dans chacun de mes mots, je mets une part de ma vie. Et selon cette intensité-là, selon la nature de ce que je vais mettre en intensité dans le mot, vous allez le ressentir. Et vous allez vous dire par exemple, ah, il est convaincu par ce qu'il dit. Ou vous allez vous dire, tiens, il n'est pas très à l'aise. Ou bien, il sourit jaune. Nous sommes en 1831, 13 décembre. Ce 13 décembre, une femme extrêmement intelligente, c'est une actrice, elle s'appelle, et ça y est, j'ai un trou de mémoire, elle s'appelle George Sand. Et George Sand est impatiente, elle est dans son boudoir, elle est dans son salon, elle attend un homme qu'elle espère devenir son prochain amant, c'est un poète, il s'appelle Alfred de Musset. Mais elle sait qu'Alfred est timide, il est chétif, il est malingre, comment dire, il ne faut pas lui parler brutalement. Si elle lui disait ce qu'elle a au fond de cette pensée, elle lui dirait « on couche ». Mais sauf qu'elle sait aussi que si elle y va cash, eh bien ça ne marchera jamais, il partira. Donc, elle va prendre son temps et elle va user d'un stratagème que voici. Elle va préparer tout un texte, et lorsque Alfred va se présenter, elle va lui sourire, et voici ce qu'elle va lui dire. « Je suis très ému de vous dire que j'ai bien compris l'autre soir que vous aviez toujours une envie folle de me faire danser. Je garde le souvenir de votre baiser et je voudrais bien que ce soit là une preuve que je puisse être aimé par vous. Je suis prête à vous montrer toute mon affection, toute désintéressée et sans calcul. Et si vous voulez me voir aussi vous dévoiler sans artifice mon âme toute nue, venez me faire une visite. Nous causerons en amis, franchement. » Le texte se poursuit, et quand elle a terminé de dire son texte, elle tend un petit papier à Alfred de Musset en lui disant « Vous savez, mon ami, lorsque vous serez dans votre garçonnière, surtout, dépliez le texte et lisez-le. » Et c'est ce qu'il va faire. Donc il redécouvre ce que vous voyez à l'image, mais le texte se poursuit, donc voyons la suite, si vous le voulez bien. La suite du texte. Et vous voyez qu'à la fin du texte, il y a une astérisque où il est mis, mais surtout, mon ami, lisez un vers sur deux, et voici ce qu'il va découvrir. « Je suis très ému de vous dire que j'ai toujours une envie folle de me faire baiser. Et je voudrais bien que ce soit par vous. Je suis prête à vous montrer mon cul, et si vous voulez me voir aussi toute nue, venez me faire une visite. » Le texte est tellement trash que je n'ose pas vous diffuser la suite du texte. Vous irez lire la suite sur Internet. Attention, parce que Alfred de Musset, là pour le coup, quand il s'agit de la plume et de la littérature, n'est pas un manchot, et il y a la réponse d'Alfred de Musset à George Sand. Je vous raconte tout cela pourquoi précisément. Parce que d'abord, c'était le quart d'heure porno, vous l'avez bien compris. Ensuite, parce que, s'agissant des émotions, on voit bien qu'ici, George Sand est une dame extrêmement intelligente. Elle sait pertinemment que si elle y va cash, encore une fois, elle n'atteindra jamais son but. Et donc, elle va prendre d'abord des émotions mondaines, des émotions douces, quelque chose d'à peu près civilisé. Et puis ensuite, dans un autre lieu, dans la garçonnière, seule, elle dira indirectement à Alfred de Musset, « Maintenant tes joues peuvent rougir. Maintenant que tu es seul, je peux te parler clairement. » Sachez que dans la vie de George Sand, elle n'a jamais eu les amants qu'elle voulait. Ses amants ont toujours été rétifs, si je puis dire. Autant était-elle portée sur la chose, autant Alfred de Musset et Chopin, un peu plus tard, ont été et l'un et l'autre de piètres amants de ce point de vue-là, et ce n'est pas ce qu'elle souhaitait. Nous étions donc sur l'émotion. Et voici donc, le chapitre se clôt sur l'émotion avec George Sand. Troisième enjeu. Premier enjeu, c'était comprendre. Deuxième enjeu, quand quelqu'un parle, c'est émouvoir. Troisième enjeu, quand quelqu'un parle, il s'agit d'imaginer, de pousser l'imaginaire. Alors ici, vous allez me dire, mais ça ne me concerne pas. Ah, que nenni! Cela concerne tous les entrepreneurs, tous les dirigeants, toutes celles et ceux parmi vous qui managez des personnes. Vous devez être capable, auprès de vos collaborateurs, de leur faire comprendre ou entrevoir les mondes qui n'existent pas encore et vers lesquels vous vous dirigez. Ça s'appelle comment ça? Expliquer une stratégie, par exemple. Dans une stratégie, il y a beaucoup de choses qui n'existent pas encore, qu'il va falloir créer. Et si vous êtes incapable de faire naître dans mon esprit, avec l'usage des mots, ces mondes ou ces parties de monde qui n'existent pas encore et vers lesquels vous voulez me diriger, comment voulez-vous que je les voie
Comment voulez-vous que je m'y croie? C'est quand même capital. En réalité, l'entrepreneur que vous êtes partage avec le poète la première partie qui est le rêve. En revanche, la deuxième partie qui consiste à donner des dates précises dans l'exécution du rêve, ça, cela vous détache et cela vous singularise par rapport au poète. Le poète, lui, reste sur le rêve, il reste sur l'onirique, tandis que vous, vous allez vous diriger ensuite vers la réalisation du rêve. Et c'est là où vous voyez que dans la réalisation du rêve, c'est extrêmement compliqué, difficile. 3 enjeux: comprendre, émouvoir, imaginer.